Les nuits de France Culture, jusqu'à 6 heures du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'était en 1951 sur France 3 National, ancêtre de France Culture. Paul Claudel avait 82 ans et il lui fallait raconter son histoire, celle de sa pensée, celle de son cœur et celle de son œuvre. Son enfance, sa famille, un groupe farouche et hargneux. Tout le monde se disputait, paraît-il. La religion, Camille, sa sœur, l'en avait séparé, provisoirement, comme l'on sait. L'enfance encore, son village natal lui faisait penser au décor des Hauts de Hurlevent. Voici le début des mémoires improvisées de Paul Claudel au micro de Jean Amrouche. Le programme national vous prie d'écouter les mémoires improvisées de Paul Claudel, recueillies par Jean Amrouche. Mesdames, Messieurs,
Vous avez quitté Villeneuve en 1882 pour habiter Paris et vous avez été... Oh non, 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 ah, c'est pas si rapide que ça. Après Villeneuve, je suis allé à Bar-le-Duc, où j'ai été longtemps au lycée. De Bar-le-Duc, mon père a été nommé conservateur des hypothèques à Nogent-sur-Seine, et c'est là où j'ai suivi l'enseignement d'un professeur excellent qui s'appelait Collin. C'était un journaliste et un professeur d'occasion, mais qui avait véritablement la vocation de l'enseignement. Et pendant 3 ans, il a jeté, pour dire vrai, les vraies bases de mon éducation. Il m'a appris le latin, l'orthographe et le calcul, enfin tout ce que j'en sais, d'une manière absolument solide et fondamentale, qui ne m'a jamais quitté. Simplement parce qu'il avait de bonnes méthodes, qu'il s'occupait spécialement de nous et qu'il avait trouvé moyen de nous rendre l'étude intéressante. Ces 3 années m'ont laissé un excellent souvenir. Et puis alors, de temps en temps, il nous lisait des choses que je trouvais magnifiques, par exemple les extraits des morceaux choisis d'Aristophane, bien entendu, il ne lisait pas tout, de la chanson de Roland, le roman d'Urnard, enfin des textes qu'on ne lit pas d'habitude aux enfants et qui nous enthousiasmaient, ma sœur et moi. De sorte que ceci ne vous préparait guère à supporter facilement le lycée Louis-le-Grand. Alors ensuite, je suis allé dans un petit collège à Vassy, où nous étions 6 ou 7, dont j'ai gardé également un bon souvenir. Et puis alors s'est produit le cataclysme dans la famille. Ma sœur, trouvant qu'elle avait une vocation de grande artiste, ce qui est malheureusement vrai, n'est-ce pas, ayant découvert de la terre glaise, elle avait commencé à faire des petites statues qui ont frappé M. Alfred Boucher, le statuaire. Alors, ma sœur, qui avait une volonté terrible, a réussi à entraîner toute la famille à Paris. Elle a voulu en faire de la sculpture, moi, ce qui paraît, ayant une vocation d'écrivain, ma sœur, mon autre sœur, de musicienne. Enfin bref, la famille s'est séparée en 2, mon père est resté à Vassy et nous sommes allés à Paris, boulevard Montparnasse, où nous nous sommes installés. Et alors ça a été pour moi une catastrophe dans ma vie, parce que toute ma vie a été déchirée en 2, et je suis entré à Louis-le-Grand, où je n'étais pas du tout préparé, parce que j'avais toujours mené une vie très solitaire, indépendante, et il fallait maintenant m'arranger avec une classe de 40 ou 50 élèves de Louis-le-Grand, ce qui n'était pas commode. Mes parents étaient habitués à me voir toujours le premier dans une classe de 6, ce qui n'était pas énorme, et ils s'attendaient bonnement à ce que je sois également premier dans une classe de 50 ou de 60. Oui, mais enfin, vous n'étiez pas ce qu'on appelle un cancre. Hein? Vous n'étiez pas ce qu'on appelle un cancre. Au bout d'un certain temps, je suis arrivé en effet à être premier. Dans le reste du temps, il n'y a que 2 choses, que deux sortes d'études dans lesquelles j'ai réussi. Et j'ai réussi non pas par goût personnel, parce que j'avais des professeurs extrêmement méchants et qui ne voulaient pas croire que je n'avais pas de disposition pour les sciences. Alors que j'ai des dispositions pour les sciences ou quand je n'en ai pas, mais ils ont réussi à me les fourrer dans la tête. Et ces branches-là, l'une est l'optique et l'autre est l'histoire naturelle. J'avais un professeur qui depuis a fait une grande carrière, qui est devenu un homme illustre, qui s'appelait Mangin. Et ce Mangin n'a tenu aucun compte de mes goûts particuliers et m'a absolument forcé, on peut dire, en me cognant la tête contre table, à m'intéresser à l'histoire naturelle. Que j'ai fait, dont j'ai gardé le goût. Et je crois qu'il vous a rendu un très grand service. Ben oui, ce qui prouve en particulier, si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est de ne pas écouter les enfants quand ils disent qu'ils n'ont pas de goût pour telle ou telle chose. Souvent, cette absence de goût déguise simplement la paresse. Et vous pensez par conséquent que les méthodes autoritaires en matière d'éducation ont du bon? Tout dépend des caractères, mais pour certains enfants qui ne sont pas plus bêtes que d'autres, je crois qu'il faut de l'autorité. Et en particulier pour les mathématiques, il n'y a pas de raison que les enfants n'aiment pas les mathématiques. Tout ça est une question d'éducation. Les mathématiques ne s'apprennent pas en public, je crois. Il faut un contact d'homme à homme entre le professeur et l'enfant. Enfin, c'est mon opinion. Mais enfin, ça nous mènerait trop loin. Est-ce que c'est cela qui vous a manqué à Louis-le-Grand, le contact d'homme à homme entre les professeurs et vous? Bien, je dois dire que j'ai gardé de mes professeurs de Louis-le-Grand un très grand respect. L'éducation universitaire
a une lacune énorme, c'est-à-dire qu'elle ne comporte que de l'instruction, elle ne fait aucune espèce d'attention à l'éducation, ce qui est tout de même le rôle principal. L'enfant n'est pas seulement un être à qui on a affoué des notions de différentes choses, mais il a un caractère à former et il a un cœur. Et c'est ça dont l'éducation universitaire, de mon temps du moins, ne s'occupait absolument pas, n'est-ce pas? Je crois que c'est bien difficile quand on a précisément des classes de 40 ou 50 ou 60 élèves. Voilà. Alors, chez moi, également, dans ce caractère de paix armée qu'il y avait entre nous, où chacun vivait dans son propre château, n'est-ce pas, avec le souci simplement de se défendre contre les autres, je ne trouvais pas non plus d'éducation, de sorte que j'ai dû me former moi-même, n'est-ce pas, au petit bonheur. Et ça, non sans beaucoup d'erreurs et sans beaucoup de souffrances. Et parmi vos camarades du lycée, quels sont ceux dont vous avez gardé souvenir? Eh bien, dans les premières classes, j'en ai pas trouvé beaucoup. Il n'y a guère que quand je suis arrivé en philosophie, alors que j'ai trouvé des camarades comme Marcel Schwab au premier rang, comme Léon Daudet, comme Chavannes, le grand sinologue, comme Siffton, justement, dont vous avez Le Siffton entendu de parler. l'affaire. De l'affaire, oui. Et comme, mon Dieu, quelques autres encore. Ce n'est pas à cette époque-là que vous avez connu Philippe Berthelot. Non. C'est plus tard. C'est beaucoup plus tard. Et c'est dans la classe de philosophie qu'il y a une très grosse influence sur moi. J'avais un professeur vraiment remarquable qui s'appelait Burdeau, dont Barès a fait une peinture, à mon avis, très injuste dans son livre Les Déracinés. Dans son livre Les Déracinés. Burdeau donnait un peu physiquement l'impression de ces grands philosophes grecs ioniens, n'est-ce pas? Il était très pâle, une belle barbe noire, il avait une voix très impressionnante, et justement, une partie de son cours était consacrée aux grands philosophes primitifs de l'histoire grecque. Et son cours a eu une très grosse influence sur moi à ce point de vue-là. Mais alors, c'est une légende qui veut que vous ayez eu tout de suite l'horreur de Burdeau, de son enseignement. Pour Burdeau, c'est absolument faux. Non seulement je n'ai pas eu d'horreur de Burdeau, mais j'avais une profonde admiration pour lui. Ce qu'il y a de vrai, n'est-ce pas, c'est que les doctrines kantiennes de Burdeau, je n'ai jamais pu les avaler. De sorte que c'était les doctrines. C'était les doctrines, mais pas l'homme. Et non pas l'homme. Mais non pas l'homme. Ouais. Eh bien, je suis très heureux que vous ayez cette occasion de le dire publiquement. Et au contraire, je suis très heureux de rendre hommage à Burdeau, pour qui, comme homme et comme éducateur, enfin comme professeur, pour qui j'ai une grande admiration, mais dont les théories me sont restées complètement imperméables, elles n'ont pas filtré. Est-ce que vous pourriez évoquer maintenant la fameuse distribution des prix de 1883, où vous fûtes, paraît-il, couronné des mains d'Ernest Renan? Eh bien, c'est parfaitement exact. Je crois que c'était à ma classe de seconde. Préciser, il faudrait se reporter au texte, ça doit être 82 ou 83. 83. C'est 83. Bon, ben oui, je devais être en classe de seconde. Et Burdeau, Renan a fait à ce moment-là un discours qui est d'ailleurs resté assez célèbre, dans lequel il disait, on avait fait son éloge, naturellement le professeur qui faisait le discours d'usage avait fait l'éloge de ce grand homme, et Renan, en répondant, avait dit, oui, jeunes gens, vous avez entendu l'éloge qu'on fait de moi, vous avez entendu parler de moi comme d'un grand homme qui a apporté beaucoup de vérité, beaucoup de lumière autour de lui. Et je ne me fais pas d'illusions, et qui sait si parmi vous, il n'y a pas l'un d'entre eux qui dira plus tard, Renan, cet empoisonneur, à tout ce qui s'ensuit. Eh bien, il l'avait deviné, vous étiez là, et c'est précisément ce que vous avez dit. Oui. Est-ce que vous continuez à penser? Est-ce que je continue à penser? Je dirais même de plus en plus. Et de plus en plus. Est-ce que vous avez assisté à l'apothéose de Hugo? Est-ce que le souvenir des funérailles de Hugo a marqué votre adolescence? J'étais déjà beaucoup plus âgé. Et 2 ans plus tard. Il faudrait parler de mes rapports avec Hugo. Comme enfant, et dans mes premiers souvenirs,
j'ai été frappé par les romans de Victor Hugo, qui paraissaient à ce moment-là en livraison et fort bien illustrés par cette race d'illustrateurs qui a maintenant disparu. Les Daniel Vierge, enfin, etc. C'était dans la collection Hetzel. Hetzel, oui, C'est oui. cela, oui. Et 93 en particulier m'avait beaucoup plu. De même, j'avais vu certains des dessins de Victor Hugo qui m'avaient également plu. Et je dois dire que, est-ce par une idiosyncrasie, enfin un tempérament particulier, mais jamais la poésie de Victor Hugo ne m'a plu. Je ne l'ai jamais avalé. L'Alexandrin était une coupe, un rythme qui était étranger à ma nature. Et puis alors, les petites anecdotes de Victor Hugo m'ont toujours semblé assez sottes. Par exemple, ces histoires de la légende des siècles où on voit un chevalier errant pour sauver une touchante jeune fille, saisir le traître par les talons et lui cogner la tête contre les murs. Ben, même quand j'avais 13 ou 14 ans, cette histoire me semblait idiote. Mais pardonnez-moi de vous couper dans ce que vous venez de dire. En fait, ma question avait un caractère assez bassement anecdotique. Oui. C'était surtout l'impression qu'aurait pu produire sur un garçon de votre âge cette espèce de déification, enfin d'apothéose de Victor Hugo, l'enterrement, les funérailles nationales, J'ai etc. vu ces funérailles qui m'ont paru ressembler tout à fait à ce qu'on voit dans les romans du temps Louis-Philippe sur la descente de la Courtille. C'était quelque chose d'absolument arsouille, si je peux dire répugnant, un défilé de Mardi Gras, tout à fait. Alors c'est l'impression que ça me donnait, qui m'a produit une impression plutôt révoltante. Malgré tout, je considérais, et je considère encore Victor Hugo comme un grand poète, et cette espèce de descente de la Courtille qui a été ses funérailles, n'est-ce pas, m'ont énormément choqué. Vous avez prononcé, que, du temps que vous étiez ambassadeur à Bruxelles, un admirable discours en l'honneur de Victor Hugo. Enfin, Il avait paru dans les nouvelles littéraires. Ah, vous le rappelez, Oui, oui. je m'en souviens très bien. Ouais, ouais. Et cet hommage m'avait été particulièrement sensible, non pas que j'eusse eu l'impression que vous vous étiez renié, mais déjà là, il semblait bien que votre admiration pour le prosateur, pour ses romans d'imagination et pour les travailleurs de la mer, particulièrement, Ouais, ouais. dont vous parliez dans ce discours, Et surtout pour l'homme qui rit. et pour l'homme qui... L'homme qui rit. J'ai une grande admiration pour l'homme qui rit. Je ne sais pas si je ne le considère pas comme le chef-d'œuvre de Victor Hugo, n'est-ce pas? Eh bien, Un roman presque inconnu, enfin qu'on ne lit pas. eh bien, c'est-à-dire qu'autrefois, on faisait lire aux enfants presque tous les romans de Victor Hugo. Oui. Maintenant, je ne sais pas si on continue encore de les oui. faire lire. Victor Hugo doit beaucoup aux illustrateurs. Il a trouvé toute une race d'illustrateurs, les Théophile Schuller, les Bida, les Billard, justement, enfin tous les Daniel Vierge, et, qui étaient vraiment adaptés à l'œuvre de Victor Hugo et qui ont fait beaucoup pour son œuvre. Et quelles étaient vos lectures du temps que vous étiez lycéen? Eh bien, là où mes lectures ont commencé, ça semble curieux, n'est-ce pas? J'ai commencé par Goethe, par Faust. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et puis très vite, je m'en suis lassé. Et alors pendant un certain temps, pendant plusieurs années, mon pain quotidien, ça a été Baudelaire, le Comte de Lille et Flaubert. Admiration que je suis loin d'avoir conservé maintenant, n'est-ce pas? Sinon pour Au moins Baudelaire. Baudelaire, ça a beaucoup diminué, mais enfin, j'ai conservé mon admiration pour Baudelaire, tandis que de celle pour le Comte de Lille ou Flaubert, il ne reste à peu près rien. Pour Flaubert aussi. Oh oui. Enfin, Sauf pour la tentation de Saint-Antoine. sauf pour la tentation de Saint-Antoine. Et à quel moment alors se placent les lectures des classiques grecs et latins? Ah, ben, nous arrivons dans une autre phase. Mais pour en finir avant ma période en pré-conversion, n'est-ce pas, j'étais extrêmement malheureux au lycée parce que cette absence d'éducation, cette absence d'un aliment dont je sentais le besoin me faisait beaucoup souffrir. Puis alors, crainte de la mort, souvenir de la mort, sentiment d'abandon complet de cet enfant qui n'a aucun guide, qui ne sait de quel côté se tourner. Je peux dire que j'ai énormément souffert moralement pendant cette période-là. J'ai été extrêmement malheureux. Mais Et de plus, cette vie de Paris qui ne me plaisait pas, cette
absence de personne à qui je puisse me confier, à qui je puisse donner conseil, absolument rien. La solitude la plus absolue est la nécessité de compter uniquement sur moi. Mais, Rien, personne à qui demander conseil. mais pourtant, vous ne vous êtes jamais plaint de cette solitude. Vous avez dit, vous avez écrit que vous éprouviez profondément le sentiment que cette solitude vous était indispensable. Oui, les deux choses vont ensemble, n'est-ce Oui, pas? en somme, vous en souffriez? Oui, Mais mais vous j'ai senti plus tard que cette souffrance était nécessaire. Mais je dois dire que cette souffrance était presque intolérable pendant plusieurs années. Après tout, j'étais un enfant comme les autres. J'avais besoin de me former une idée sur la vie, de me former une idée sur la destinée de l'homme. Enfin, ces questions-là se posent pour les enfants comme pour les hommes, et beaucoup avec un caractère d'urgence et de cruauté, je peux dire, encore plus fort que chez les adultes, n'est-ce pas, au moins pour moi. Et vous n'aviez pas la tentation de rechercher à ce moment-là les secours de la religion? Non, Rien. absolument pas. En Oui. somme, vraiment, Oui. les pratiques religieuses de votre enfance Ah ne non, vous avaient pas pénétré assez Non seulement profondément. ça, mais je peux dire que j'avais un véritable dégoût pour ces choses-là. C'était ma sœur, à dire vrai, ma sœur Camille, qui nous avait complètement séparés de la religion. La vie de Jésus lui était tombée sous la main. J'avais lu la vie de Jésus et je considérais la question comme absolument réglée. La vie de Jésus de Renan. Oui, la vie de Jésus, c'est elle qui est à la base de la cessation de mes idées religieuses, qui n'étaient pas très profondément enracinées, je dois dire. Oui, mais à ce moment-là, étiez-vous simplement un croyant ou bien étiez-vous, comment dirais-je, un incroyant militant? Aviez-vous la Plutôt, haine oui. des choses Oui, religieuses? plutôt, oui. J'avais à ce moment-là 14 ou 15 ans, vous savez comme sont les enfants, tout d'une pièce, hein, j'étais plutôt nettement anti-religieux. Et vos camarades autour de Sauf alors les camarades, la même chose. La religion n'existait pas dans la classe de Burdeau. C'était pas comme maintenant où il y a tout de même un sentiment religieux, mais dans la classe de Burdeau, quelqu'un qui serait donné comme catholique, toute la classe se serait esclaffée. Et j'étais comme les autres à ce point de vue-là. De sorte que non seulement la religion était haïe, mais encore elle était tournée en dérision. Enfin, faut pas dire ça. Enfin, tout ça avec une certaine bonne humeur, tout de même. Oui, n'est-ce pas? bien sûr. Pas de méchanceté. Mais enfin, c'était naïf. Vous savez quel était l'esprit qui dominait dans la littérature, dans les journaux et partout à ce moment-là. n'est-ce Oui, pas? c'était l'atmosphère naturaliste que vous avez Oui. peinte en quelques L'atmosphère traits. naturaliste et combiste, pas combiste, mais pré-combiste. scientiste. n'est-ce pas? Oui, scientiste. Alors, c'est à ce moment-là, alors que l'aurore, si je peux dire, de ma conversion apparut avec la découverte de Rimbaud. Je vois encore ce mois de mai 86, où j'ai ouvert la première livraison de la Vogue, où commençaient à apparaître les illuminations. Alors, si vous voulez bien, nous aborderons ça au prochain entretien. Bon. Je voudrais que nous nous arrêtions un peu sur Claudel adolescent et sur le drame qui animait ce garçon de 15-16 ans, dont nous avons le sentiment qu'il vivait dans un très grand isolement et qu'il se sentait séparé. Séparé de quoi? Toute votre œuvre le dira par la suite, mais si vous voulez bien, peut-être pourrez-vous essayer de vous rappeler l'état d'esprit, l'état d'âme dans lequel vivait celui que vous avez appelé vous-même le sourd et le muet du lycée Louis-le-Grand. Eh bien, mon Dieu, faut pas oublier que j'ai 82 ans aujourd'hui. Il y a par conséquent un laps assez long qui me sépare de cette période dont vous parlez. Et je ne suis pas sûr que cette longue distance ne colore pas les souvenirs que je puisse avoir aujourd'hui. Quand on se revoit à travers un laps de 60 ou 70 ans, on a chance que le point de vue déforme un peu son objet. Mais enfin, autant que je me rappelle, je dois dire que la cause en grande partie de mon dépaysement était celui matériel qui a accompagné mon transfert d'une petite ville de province où je me trouvais en somme parfaitement heureux avec ma famille,
à Paris où l'ambiance était complètement différente. J'ai eu à m'y adapter et cette adaptation, qui n'a jamais été complète, a été très douloureuse. Je n'ai jamais eu l'instinct d'agrégation à une équipe. Il m'a toujours été très difficile de m'y accommoder. À aucun moment de ma vie, il m'a été possible de sentir ce sentiment qu'on appelle la camaraderie. C'est un point que j'ai d'analogue avec Rimbaud, quand il dit la camaraderie et la société des femmes étaient interdits. C'est un point par lequel je lui ressemble beaucoup. Je sentais en moi probablement le travail, la fermentation d'un être nouveau qui avait énormément à apprendre et qui ne s'est pas encore abouché aux sources vraiment nutritives dans lesquelles il trouvait une alimentation pour son développement. Alors, j'étais à tâtons, surtout que, comme je vous le dis, je n'avais aucun sentiment religieux, bien que, ayant tout à fait le tempérament adapté à la nouvelle vie que j'ai trouvée plus tard. Alors, il en résultait un état de gêne, un état de déséquilibre, un état de recherche infiniment désagréable et pénible. D'autre part, dans ma famille, l'accord ne régnait pas toujours. Nous avions chacun des tempéraments très violents et la vie de famille n'avait rien de spécialement agréable, de sorte que mes souvenirs les plus anciens, j'ai toujours eu en moi cette envie de m'en aller, de quitter mon milieu et de courir le monde. Ça a toujours été un de mes instincts les plus fondamentaux. J'alimentais ça par la lecture d'un journal qui paraissait à cette époque-là, qu'on appelait le Tour du Monde. Je passais des journées entières à lire des récits de voyage en Chine et dans l'Amérique du Sud. C'était les deux pays qui avaient mes préférences et que j'ai retrouvés plus tard dans ma carrière diplomatique. Eh bien, ce jeune Claudel dont vous parlez, si vous permettez, voici comment nous le voyons, nous, un peu de l'extérieur, d'après le témoignage de deux écrits que vous n'aimez sans doute plus beaucoup. L'un est cette petite pièce intitulée L'Endormi, écrite, je crois, entre 1882 et 1883, vous aviez donc une quinzaine d'années, et Oui, puis à peu près. ce fragment d'un drame qui est daté de quelques années plus tard. Déjà, dans L'Endormi et dans ce fragment d'un drame, nous vous voyons vous-même comme le siège d'un drame extrêmement dur, d'une division entre deux personnages opposés. L'un qui est tout donné, passif, qui semble fait pour subir et pour accepter, l'autre qui est toute révolte, conquête, sauvage possession. Et il semble bien que lorsque vous avez rencontré Rimbaud, vous avez rencontré non pas un maître, mais un frère. Plutôt qu'un frère, il serait plus juste de dire un père, en ôtant à ce mot le sens vénérable et respectueux qui comporte, je veux dire, comme je l'ai dit d'ailleurs, que Rimbaud a exercé sur moi une influence séminale. Et je ne vois pas ce que j'aurais pu être si la rencontre de Rimbaud ne m'avait pas donné une impulsion absolument essentielle. Maintenant, puisque vous parlez de ces deux pièces, un peu oubliées de ma part, toutes les deux répondent à des stades très différents de mon développement. L'Endormi est encore une pièce d'enfant, bien qu'on y trouve des éléments qui en somme font partie de mon répertoire, à ce point que le sujet de L'Endormi, on le retrouve plus tard dans mon drame satirique appelé Proté, et enfin dans une œuvre la plus récente que j'ai écrite, j'appelle ça une extravaganza radiophonique, que j'ai écrite il y a 2 ans et qui en somme part du même sujet que L'Endormi, qui s'appelle La Lune à la recherche de son endroit. Parce que vous savez que la Lune ne nous montre que son endroit et son envers nous est irrémédiablement caché. Alors je suppose que la Lune est inquiète, somme toute,
Elle se dit, j'ai un envers, je le sais, mais quel est donc cet envers? Et alors, c'est cet envers qui est à la recherche de son endroit, puisque le mot endroit comporte, pour ainsi dire, son opposé, qui est l'envers. Alors, c'est là-dessus, sur cette idée, que j'ai refait cette pièce de l'endormi, et que j'en ai fait cette extravaganza radiophonique qui est apparue dans les cahiers de la Pléiade de Paulhan, il y a 2 ans. Il y a bien cette extravagance, il y a cette bouffonnerie allègre, cette abondance, la truculence du vocabulaire, une sorte de matière verbale, épaisse, savoureuse dans l'endormi. Il y a aussi la présence de la lune qu'on retrouve dans la plupart de vos livres. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de plus profond et quelque chose qu'on pourrait considérer comme l'un des thèmes centraux de votre œuvre, c'est-à-dire la recherche de l'orientation, la situation du poète dans le monde et par rapport au monde, ce que vous direz à bien des reprises plus tard. Et dans l'endormi, le personnage central, c'est bien le poète, c'est bien vous-même, le poète qui est d'ailleurs mystifié, bien sûr, puisque la belle endormie qu'il va essayer de réveiller se révèle une sorte d'horrible monstre, une espèce de sac à vin, comme vous l'appelez d'ailleurs, dans la pièce. Mais déjà, on voit bien ce poète qui est préoccupé d'orientation, qui est préoccupé de s'établir dans le monde, et plus tard, dans Connaissance de l'Est, vous écrirez ceci. Il pleut à Londres, il neige sur la Poméranie, pendant que le Paraguay n'est que rose, pendant que Melbourne grille. Eh bien, cette petite phrase, ce vers, à certains égards, c'est tout vous-même, il porte votre marque. Il y a cette préoccupation constante d'affirmer la présence de la totalité de l'univers et par rapport à cette totalité, la situation exacte du poète et des choses qui coexistent ensemble. Tout ça est très ingénieux et je vous écoute avec le plus grand intérêt parce que ça développe en effet un côté tout à fait plausible de cette œuvre pour laquelle j'avoue que je n'ai pas gardé une dilection particulière. Mais enfin, je n'ai qu'à me ranger à votre point de vue et à m'applaudir de l'intérêt que vous y trouvez, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas que ce soit l'intérêt que j'y trouve seul. Je crois que tous vos lecteurs y trouvent cet intérêt. Mais si vous voulez bien maintenant... Mais, je voudrais ajouter quelque chose. Pour moi, l'intérêt principal que je trouve à l'endormi, c'est que dans l'édition qu'on a faite dans le libraire suisse qu'il a livré au public, il y a un portrait de moi au crayon par un de mes camarades de classe appelé Gabriel de Roton, qui m'a fait mon portrait justement au moment où j'écrivais l'endormi, à peu près. Et alors on me voit, c'est le plus ancien portrait qui existe de moi, justement. Mais je regrette beaucoup Vous ne le connaissez pas? Je ne le connais pas, je regrette beaucoup que mon ami Richard Heyde, qui est le libraire dont vous parlez, ne m'ait pas montré ce portrait. J'aurais été très curieux de le voir. Demandez-le lui. Je n'y manquerai pas. Il paraît que j'étais un jeune garçon rose et joufflu à cette époque-là. Oui. Eh bien, voulez-vous maintenant peut-être nous parler des conditions concrètes dans lesquelles vous avez fait la rencontre de Rimbaud? Oh, c'est au mois de mai 86 au Luxembourg. Je venais d'acheter la livraison de la Vogue où paraissait la première série des Illuminations. Et je ne peux pas l'appeler autrement qu'une véritable illumination. Ma vie a été complètement changée par ces quelques fragments parus dans cette petite revue, La Vogue, dirigée par Fénéon, je crois, à ce moment-là, et qui ont complètement ébranlé le système philosophique absurde et rigide auquel j'essayais de me plier à ce moment-là. Les illuminations m'ont révélé, pour ainsi dire, le surnaturel, qui est l'accompagnement continuel du naturel. Après le déluge, enfance, enfin, toutes ces pièces qui ont paru dans le 6e numéro, je crois, de la Vogue, et ensuite dans les numéros suivants, étaient pour moi une véritable révélation. Et quelques mois plus tard, révélation plus importante encore,
C'est celle d'une saison en enfer. Qui est apparue en octobre. Tout ça a été pour moi un événement considérable et qui explique peut-être que dans l'intervalle des deux, j'ai écrit une pièce de caractère déjà, en somme, catholique et religieux, qui paraîtra dans mes œuvres complètes, ça, qui est encore inédite, ce que je crois. Œuvre très médiocre à un point de vue formel, mais qui, au point de vue de mon développement moral et religieux, a de l'importance. Ça s'appelle... Une mort prématurée? Non, ce n'est pas ça. Pour la messe des hommes, ça s'appelle. C'est écrit en juillet 86, justement. Par conséquent, antérieur à cette mort prématurée oui, dont oui. on a détaché ce fragment d'un drap. Antérieur, parce qu'une mort prématurée date d'après ma conversion. Ça date de 2 ans après ma conversion, de 1888. Oui, c'est bien cela. Eh bien, je voudrais m'arrêter un petit peu à votre découverte de Rimbaud. Il me semble qu'il y avait une profonde ressemblance entre Rimbaud, que vous venez de découvrir, et vous-même. En tout cas, le fragment d'un drame, si l'on prend quelques citations très courtes, le montre très bien. Il y a d'abord un jugement sur le monde, qui est un jugement tout à fait brutal, ce monde considéré comme abject, et c'est l'un des personnages de votre fragment d'un drame, Marie, qui porte ce jugement, qui sera d'ailleurs plus tard développé et renforcé dans Tête d'or. Elle dit « Amis, ô lieu, ô horreur de ce monde pervers ». Et puis, corrélativement à ce jugement porté sur un monde abject, un désespoir à peu près radical. C'est toujours le même personnage qui dit « Mais il y a une chose meilleure que tout, c'est de dormir dans le sommeil du sang et de la mort. » Ce fragment d'un drame est issu d'une atmosphère fort différente de celle dont nous parlions à propos de l'endormi. À ce moment-là, j'avais déjà derrière moi non seulement ma conversion, mais 2 ans de fréquentation avec la vie liturgique catholique. Et ce désespoir dont vous parlez serait plutôt interprété comme un coup d'œil jeté au milieu d'un travail d'adaptation excessivement difficile, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on apprend à faire une place à des éléments aussi difficiles à intégrer et aussi séparés de nous que la vérité catholique, qui est effroyablement difficile à intégrer dans notre vie laïque, dans notre vie ordinaire. Surtout pour moi qui en avais un sentiment très intense. Et ce désespoir dont vous parlez exprime plutôt non pas une idée d'abandon, mais une idée de lutte, comme celle qu'exprime Rimbaud quand il dit « Le combat spirituel est aussi dur que la bataille d'hommes, dure nuit, le sang séché, fume fure ma passe, etc. » Ah oui, mais ce n'est qu'une partie de vous-même. Mais d'abandon et de désespoir, je ne me rappelle pas que j'en ai jamais connu à un point de vue absolu. Il y a abandon et désespoir dans le sens de quelqu'un qui se trouve à côté d'une paroi presque à pic et qui se dit « jamais je n'arriverai à venir au bout » et qui est en même temps excité et déprimé. Oui, mais aussi bien d'ailleurs ce désespoir, je ne l'appliquais pas, si j'ose dire, à la totalité de vous-même, mais seulement à une partie de vous-même. À ce point de vue, c'est exact. Oui, car il y a l'autre partie, celui que vous qualifiez, en pensant à Rimbaud d'ailleurs, de mal tout pur. Ouais. Il y a cette espèce de pur sang sauvage avec son trop plein de force, ce conquérant qui deviendra tout ça est dans le morceau d'un drame, oui. Tout ça est dans le fragment d'un drame, car précisément l'héroïne, Marie, lui demande à votre héros que vous appelez Henri. Ça n'est pas un nom très poétique, ouais. Il est beaucoup moins poétique que Tête d'or, le nom de ce personnage qui est une sorte de préfiguration. C'était pour rimer avec Marie. Ah, c'est pour cela. Ouais. Eh bien, Marie lui dit, j'accepte et je me réclamerai d'un droit sur toi, d'un rang sur la mort. Elle est donc celle qui accepte. Mais lui répond, ce n'est pas ainsi que je dirais. Il refuse d'accepter.
je t'ai vu et je t'ai choisi. C'est moi qui, me jetant sur toi, t'ai prise, comme un loup qui charge son ouaille sur son dos. Et au moment où elle lui demande en quelque sorte le suprême accomplissement de leur amour dans la mort, il se détourne d'elle, il ne veut même pas l'embrasser. Et il lui dit adieu de cette façon. Adieu, c'est ainsi que nous nous quittons, moi pour ne plus revenir et toi. Par quelle route longue, pénible, souterraine nous faudra-t-il marcher? Sur quelle borne, de quel chemin te retrouverai-je assise? Souviens-toi, souviens-toi du cygne. Et il s'en va. Eh bien, dans ces derniers mots, vous devez reconnaître une citation presque textuelle de Partage de Milly. Ce morceau d'un drame est en somme le premier état de Partage de Milly que j'ai connu avant les expériences qui en sont la source directe. C'est ce qui prouve le caractère extrêmement mystérieux de l'inspiration poétique, puisque entièrement aux expériences redoutables que j'ai vécues plus tard, je les décrivais d'avance avant de les avoir subies. Et c'est bien ce que je voulais marquer. C'est le Partage de Milly en germe. Toute la scène finale de Partage de Milly est en germe dans cette citation que vous venez de me faire. Eh bien, je suis heureux de vous le faire dire, enfin, de vous provoquer à le dire, puisque tout à l'heure, en commençant, vous portiez un jugement extrêmement sévère sur ces deux petits écrits de votre toute prime jeunesse. Et vous voyez bien que je n'avais peut-être pas tort. Il faut distinguer le second morceau d'un drame ou l'endormi. L'endormi est en effet une œuvre enfantine. Morceau d'un drame est au contraire le premier réveil de ce que j'appelle ma puberté intellectuelle. C'est à ce moment-là que réellement je me suis dit, vraiment j'ai des moyens. Enfin, il y a la première fermentation vraiment de, oh mon Dieu, on peut bien appeler ça le génie, n'est-ce pas, dont j'ai pris conscience à ce moment-là et qui plus tard alors a pris forme dans Tête d'or. Nous en étions restés d'une part au désespoir, d'autre part à cet instinct, à cette volonté de révolte, d'affirmation, de conquête et à cette vocation de fuite, de départ, cependant qu'une part de vous-même, une part du poète, la part que nous pourrons appeler provisoirement féminine, demeure attachée au pays natal. Elle est là, elle est assise sur quelle borne on ne sait tout, mais elle ne prend pas la route avec le poète qui s'en va seul. Il y a donc l'appel, la vocation, en même temps que le refus et la fuite, et c'est dans cet appel et dans cette vocation que gît le salut possible. Tout ça est très bien, et on retrouve en effet cette division des deux éléments dont vous parlez. On le retrouve dans Tête d'or, entre Cébès et Tête d'or, par exemple. Oui. On retrouve ce même élément plus tard dans d'autres conceptions que j'ai eues, par exemple Animus et Anima. Un poète ne fait guère que développer un dessin préétabli. Eh bien, de là ce côté de mystérieux, prophétique, si on peut dire, qu'il y a dans la vie d'un poète. Un des meilleurs exemples est Baudelaire, qui encore au lycée prévoyait toute sa vie future et écrivait ses vers étranges. Tous les êtres aimés sont des vases de fiel qu'on boit les yeux fermés. Il écrivait ça étant en rhétorique à 17 ans, oui. Il n'avait certainement jamais bu de vase de fiel à ce moment-là, mais il avait déjà l'expérience de son avenir. Et de même dans Verlaine, quand il dit « Mon âme vers d'affreux naufrages appareils », avant qu'il ait eu cette vie mouvementée que tout le monde connaît. Oui, mais c'est d'ailleurs pour cela que je voulais insister un peu sur ces premiers écrits, de manière à mieux nous assurer d'un départ pour explorer une œuvre future si importante, si abondante et si difficile. Je voudrais vous poser une question, qui est celle-ci. Dans quelle mesure la parole de Cébès, qui est célèbre dans Tête d'or,
celle-ci. La parole n'est qu'un bruit et les livres ne sont que du papier. Dans quelle mesure cette parole exprimait-elle, à l'époque où vous l'écriviez, le dégoût de la matière imprimée, le dégoût des livres, par exemple? Oui, il y a un sentiment, plutôt l'insuffisance de livres comparé à la nourriture essentielle dont j'avais besoin, que un mépris complètement radical. J'ai toujours été un grand lecteur, un dévoreur de papier imprimé, et je suis loin actuellement de ressentir ce mépris. Je sais au contraire combien je dois à l'étude et à la lecture. Seulement, j'ai le sentiment que tout être constitue une personnalité à part, une monade, comme dit Leibniz, n'est-ce pas, et que rien, absolument rien ne peut remplacer, et que même une influence extérieure, je ne dis pas constamment, mais à certains moments peut être positivement nuisible et vous égarer. Et il doit y avoir une espèce de sentiment farouche, d'intrépidité personnelle qui doit guider le poète, enfin le poète en germe, et lui permettre de distinguer ce qui lui est bon, ce qui lui est mauvais, et de repousser avec une espèce d'horreur ce qui est délétère pour lui. Eh bien, qu'est-ce qui était bénéfique et qu'est-ce qui était délétère dans vos lectures d'adolescents? Eh bien, je peux dire d'abord que ça en bloque toute l'éducation littéraire que j'ai reçue au lycée. Ça, je me suis hérissé et j'ai rejeté en bloc à peu près tout ce bagage qu'on essayait de m'imposer. Quand je suis sorti du lycée, je suis sorti avec un bagage complètement négatif, c'est-à-dire que je rejetais violemment tout ce qu'on avait essayé de me mettre dans la tête. Et puis alors, quand je me suis livré à moi-même, je me suis d'abord jeté sur Shakespeare. Pardonnez-moi de vous couper, mais je crois que nos auditeurs aimeraient bien savoir ce que vous avez rejeté avec tant de violence à votre sortie du lycée. Permettez, je ne peux le dire qu'en complétant ce qui s'en suivi, parce que ce qu'on voulait m'imposer, je l'ai au contraire en grande partie accepté, et avec avidité et voracité plus tard, dès le moment où on n'a pas essayé de me l'imposer, où je me le suis administré à moi-même comme une nécessité organique et vitale que je pouvais assimiler. Bien, je m'excuse alors de vous avoir interrompu, pardonnez-moi. Parce que je voulais justement vous expliquer ce processus de mes études qui ont suivi, je peux bien dire, ma conversion, parce que conversion et éducation morale et intellectuelle sont marchés de pair pour moi entre ces années 86, 90 et 93, où je me suis constitué en entier, où je me formais somme toute ma personnalité. Eh bien, dans ces études préliminaires, ce qui a commencé pour moi, c'est Shakespeare. J'ai étudié de très près Shakespeare pendant un an et demi ou 2 ans. Je l'ai lu et annoté de très près. J'en ai même plusieurs exemplaires qui ont disparu, je crois, dans le tremblement de terre de Tokyo, où une grande partie de mes livres ont disparu. Vous le lisiez dans le texte à cette époque-là déjà? J'ai appris l'anglais dans Shakespeare, je peux dire. C'est avec le dictionnaire d'une main, une traduction de Shakespeare, que j'ai commencé à étudier l'anglais, avec une grande voracité et beaucoup de fruits. J'avais une admiration sans borne à ce moment pour Shakespeare, admiration que j'ai conservée en partie, et ça m'a été extrêmement utile et formatif. D'ailleurs, quand on voit ma première version de Tête d'Or, on retrouve partout l'influence de Shakespeare, de sa stylistique, son répertoire d'images, son mouvement, ses procédés de composition. Tout ça est shakespearien, on le retrouve dans ce drame de Tête d'Or. Alors, Shakespeare m'a amené au tragique grec. J'ai lu les tragiques grecs que j'admirais déjà dans les commentaires de Paul de Saint-Victor que je lisais au lycée, qui est une de mes admirations aussi, une admiration passée. Et je me suis mis à lire Shakespeare dans la traduction de Le Comte de Lille que j'ai trouvé détestable. Vous vouliez dire Échille, je crois. Échille, oui. Alors,
je me suis dit, c'est pas possible, Eschyle doit être autre chose. Et alors, je me suis mis à vouloir le lire dans le texte. Mais alors, pour le lire dans le texte, j'étais obligé de recommencer, somme toute, une grande partie de mes études du lycée. Mais néanmoins, je sentais que c'était indispensable parce que Eschyle me donnait la formation prosodique dont j'avais besoin. Le vers épique ou le vers lyrique, à mon avis, ou le dramatique, à mon avis, appartiennent à deux systèmes différents. On ne peut pas employer le vers épique ou le vers alexandrin au drame. C'est une erreur complète, à mon avis. Le vers dramatique par excellence ou le vers lyrique, c'est l'iambe. Tous les vers, tous les grands poètes dramatiques ont employé l'iambe, que ce soit les tragiques grecs, que ce soit Shakespeare, que ce soit les grands lyriques, Pindare, etc. Tous ont pour ce principe l'iambe, c'est-à-dire la succession d'une brève et d'une longue. Tic-tac, 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 tic-tac. Ou alors l'anapèse, tic-tic-tac, tic-tic-tac, tic-tic-tac. L'alexandrin, au contraire, ou l'hexamètre, sont des éléments narratifs. Et les appliquer au drame, à mon avis, sont un non-sens, sauf alors pour des génies exceptionnels comme Racine, qui lui en a fait un emploi miraculeux. Je trouve Racine étant une des exceptions inouïes de l'art littéraire. Ça prouve que rien d'absolu ne peut exister, parce que même avec cet instrument que je considère comme mauvais pour le drame, Racine, qui est mon prédécesseur à l'Académie, comme vous savez, puisque j'occupe son fauteuil, Racine, on a fait un emploi étourdissant. Je suppose que Racine était un de ceux que vous aviez rejetés à la sortie du lycée. Complètement. Et je dois dire que j'étais très long à revenir à Racine. Je ne suis pas revenu de mon peu d'admiration pour Corneille, mais pour Racine, c'est tout différent. Et je crois que Racine ne peut être apprécié que par un homme d'un certain âge. Ce n'est pas pour les jeunes gens. Les pièces de Racine qui ont une telle expérience de la vie et un tel art de la forme ne sont pas faits pour des esprits et pour des talents inexpérimentés. Il faut beaucoup d'expérience, il faut beaucoup de bouteilles, si je peux dire, pour les apprécier. Mais puisque j'en ai l'occasion, je dois dire que dans les trois grands drames de Racine, qui sont Britannicus, Phèdre et Athalie, dans aucune langue du monde, ni dans Shakespeare, ni dans les Grecs, ni nulle part, je ne trouve quelque chose d'équivalent. Je trouve ce sont des chefs-d'œuvre extraordinaires. Mais des chefs-d'œuvre qui, pour moi, me sont étrangers. On peut admirer une chose en sentant que c'est complètement en dehors de votre sphère, de votre ambiance. J'admire Racine, mais comme quelque chose d'entièrement hors de moi et où je n'ai rien à chercher. Mais Athalie aussi. Athalie aussi. C'est une très grande œuvre, n'est-ce pas? Oui, mais je voulais demander si Athalie vous paraissait une œuvre si étrangère à votre nature, à votre tempérament. Oui, oui. Je ne sens pas comme Racine, sauf peut-être dans ce chef-d'œuvre extraordinaire qui est Phèdre, mais néanmoins je suis capable de l'apprécier. Comme je suis capable d'apprécier André Chénier, bien que je sois très loin de lui. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez conservé à Shakespeare qu'une partie de votre première admiration. Oui. C'est-à-dire que maintenant, je vois très largement ses défauts, n'est-ce pas? Tandis que mon admiration pour Racine a augmenté, celle que j'ai pour Shakespeare a été plutôt en diminution. Mais pourquoi? D'abord, disons ce que je trouve de très beau dans Shakespeare, n'est-ce pas? Malgré tout, je le place au premier rang, au nombre des 4 ou 5 les plus grands écrivains qui existent. D'un certain côté, je le mets même au-dessus de Racine, bien que je ne sois pas sûr d'avoir raison. Eh bien, dans Shakespeare, il y a d'abord l'universalité de ses idées. C'est un monde entier qui figure chez lui. Et il y a cette violence de l'inspiration, ce mouvement dramatique, cette imagination à la fois familière et sublime, n'est-ce pas, les deux choses mélangées. Tout ça m'excitait au plus haut degré. Et peut-être à ce moment-là, même les œuvres que j'aime moins, comme les premiers drames historiques ou Roméo et Juliette,
où règne un langage d'un mauvais goût effroyable qui ressemble beaucoup à du galimatia ou à du charabia, mais tout de même il y a une jeunesse, une violence d'inspiration, une intrépidité de sentiment qui m'exaltait au plus haut degré et qui continue d'ailleurs à m'exalter. Shakespeare est tout de même un très grand bonhomme. Ces entretiens, le début des Mémoires improvisées de Paul Claudel, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne France 3 nationale en 1951.